Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dont les Africains parlent aux Africains. Nous comptons revenir dans l'émission d'aujourd'hui sur le traité de Pelindaba. Plus précisément, il s'agit d'évoquer comment le continent africain fait face au défi de la prolifération nucléaire. Pour rappel, le traité de Pelindaba est un traité qui, sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine, a été ouvert à la signature au Caire le 11 avril 1996 avec l'objectif de créer une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique. Ce traité, du nom de Pelindaba, en Afrique du Sud, est entré en vigueur à la date du 15 juillet 2009, lorsque le nombre de 28 signataires a été atteint. Pour revenir sur donc ce traité de Pelindaba, j'ai le plaisir de recevoir avec moi Mzoura Lahiani et Samuel Akizimana. Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Je commence avec vous, Mzoura. Oui. Qu'est-ce qu'une zone exempte d'armes nucléaires? Donc une zone exempte d'armes nucléaires, c'est une zone qui est interdite par le développement, la possession et l'utilisation d'armes nucléaires dans une région. Donc en Afrique, c'est la région qui est interdite par le développement ou la possession d'armes nucléaires. Et le contexte de l'idée d'une Afrique sans armes nucléaires, ça remonte aux années 1960, après les essais nucléaires français. Notamment dans le Sahara, oui. que ils ont que l'OU a été dans le cadre initial de la discussion suivie par la possession de la déclaration du Caire en 1964. Oui, parce que juste avant de revenir un peu sur ça, on a vu rendre hommage à ces grands hommes qui avaient pris part en disant il faut que ces histoires puissent cesser. Et pour que ça puisse cesser, où on a vu par exemple le Ghana de Kwame Nkrumah qui avait décidé de geler les avoirs à cause des essais nucléaires, où on a vu aussi le Nigeria qui avait rompu des relations diplomatiques avec la France, etc. parce qu'il y avait eu des répercussions. C'est qui vont suivre en disant, comme même dans l'émission précédente où on avait parlé un peu sur les essais nucléaires, où on avait vu que l'une des premières réactions quand l'OU a eu, c'est-à-dire que c'était voir comment ça va se poursuivre, c'est en traiter sur ce côté de dossier nucléaire. Donc, d'où est née même la naissance du traité de Pelindaba. Et puis, pour rester donc dans le cadre de l'évocation de l'origine, de l'historique plutôt, il y a eu donc l'adoption le 24 novembre 1963 par l'Assemblée générale des Nations unies, à la demande évidemment de certains pays africains, d'une résolution demandant aux États membres de considérer le continent africain comme une zone dénucléarisée et de le respecter en tant que tel. Je cite exactement les termes de cette résolution du 24 novembre 1963. Exactement, parce que il faut comprendre, on en avait assez. Moi, j'ai dit toujours assez, c'est assez. C'est-à-dire que déjà, il faut comprendre le contexte déjà que l'Afrique, avant, on était sous la domination coloniale. Donc, on s'est battu déjà pour avoir nos indépendances. Après ça, vu leur ambition de se développer sur le côté armement nucléaire, ils regardaient sur le côté africain en disant ce continent où on a déjà utilisé comme territoire pour profiter des ressources. Donc on peut utiliser encore comme où on peut jouer avec nos armes nucléaires pour tester nos armes nucléaires, où on a vu que nos responsables nous avaient dit assez, c'est assez. C'est-à-dire que il faut que ça cesse ces histoires-là. D'où ils ont pris conscience en disant il faut que le continent africain soit un continent exempté de toutes ces histoires-là. C'est-à-dire qu'il faut nous laisser déjà respirer.
déjà pouvoir au moins avoir le temps aussi de se développer à travers, parce que c'est un défi. Il faut comprendre que on vient dans des époques où on était déjà colonisé, où c'est pour ça c'est intéressant de regarder à travers l'évolution de nos émissions, où on comprend que il faut d'abord qu'on se réapproprie nos ressources, qu'on puisse développer nos populations. Donc assez c'est assez, laissez-nous tranquilles. Pas des essais nucléaires dans ce continent africain. Laissez-nous développer nos continents, laissez-nous développer nos pays. Et justement aussi, c'est pour s'assurer que les États déjà les puissances qui possèdent des armes nucléaires ne pas les utiliser sur les pays africains. Donc c'était pour garantir la paix, que ce soit internationale par exemple, pour dire c'est la paix internationale et la sécurité aussi. Et ça a contribué au renforcement du régime international de non-prolifération nucléaire. Donc prolifération nucléaire. Donc en général c'était ça, le traité de Pelindaba. Et est-ce qu'on peut aborder quelques dispositions de ce traité de Pelindaba? Oui, bien sûr. Donc déjà le contenu c'était l'interdiction de recherche, développement, possession et utilisation d'armes nucléaires, et aussi interdiction du stationnement d'armes nucléaires sur les territoires des États parties de zones exemptes d'armes nucléaires, et prohibition des essais nucléaire, et aussi l'engagement à démanteler tous les sites et les dispositifs nucléaires existants. Je ne sais pas s'il va ajouter. D'autres dispositions, Samuel? Oui, je voulais dire exactement les mêmes dispositions, mais moi j'aimerais venir en regardant le fond de chaque décision prise. De chaque point, exactement. De chaque point. Oui, moi c'est ce qui m'intéressait, même qu'on puisse en débattre sur chaque point. C'est-à-dire que c'est l'interdiction totale. Donc, oui. Que ce soit interdiction de la recherche, développement, possession, utilisation. C'est-à-dire que n'amenez pas des excuses, soi-disant c'est pour de recherche, n'amenez pas d'excuses. C'est-à-dire qu'on a mis des portails sur tous les excuses qui peuvent être amenées. C'est ça que moi je voulais mettre. C'est-à-dire que c'est des genres, ils avaient décortiqué en disant, on ne faut pas amener des excuses, soi-disant c'est pour la recherche, on ne veut pas de tout ça. Sur le continent africain, point très, on ne veut pas avancer sur d'autres points. Parce que on s'était habitué à chaque fois, les gens, il y avait toujours des moyens d'entrer, soi-disant c'est pour faire de recherche, ou c'était, donc tous les points étaient traités. Et c'était aussi pour s'assurer que le côté aussi d'utiliser l'arme nucléaire, la technologie nucléaire, c'était aussi pour la promotion de l'utilisation pacifique de la technologie nucléaire avec des garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc c'était aussi pour s'assurer que de ce côté technologique aussi, ne pas l'utiliser comme fin pour l'utiliser en Afrique ou faire des recherches de ce côté-là. Maintenant, on a évoqué les dispositions. Quels sont les bénéfices? Parce que les signataires ont également évoqué les bénéfices de ce traité. Oui, parce que là, on va dire déjà, ça a fait renforcer la sécurité régionale. Donc on regarde que des histoires qui s'est passées avec les expériences qu'on a pu voir en Algérie ou au Madagascar, que ça puisse ne plus se répéter. Je peux dire aussi à l'Union, parce qu'on a vu l'Union à travers ce procédé, où on a vu que l'organisation de l'OUA exactement, on a vu pourquoi on devait tous être unis pour traiter parce que ça aurait pas eu la même impact si c'était des pays séparément qui allaient demander à s'écuyer, etc. Mais on a vu l'Union en Afrique en disant, les gens se sont mis ensemble en disant, il faut que certaines choses puissent cesser, il faut que certains dispositifs puissent être mis en valeur pour la protection. Donc on voit qu'il y a eu plusieurs avantages. Sur le côté, ça nous a protégés, parce qu'il faut comprendre qu'on était comme des embryons sortis d'une prison quelque part, parce qu'on nous enfermait, on nous empêchait de nous développer. À travers ça, on devait avoir le temps de se développer personnellement, d'avoir le temps de grandir sans que nous soyons victimes de tous ces courses à l'armement nucléaire qui étaient en train de se faire dans cette période de guerre froide. Quelques bénéfices de ce traité? Oui, c'était aussi c'était pour interdire les essais nucléaires et le déversement des déchets radioactifs, et c'était aussi pour marquer l'engagement de l'Afrique dans un monde sans armes nucléaires. Donc c'est bénéfique de ce côté-là, parce que ce traité était bénéfique
que ce soit pour les pays africains, que ce soit pour d'autres pays, d'un côté. Et bien sûr qu'il a d'autres côtés qu'on peut dire c'est un côté négatif, mais c'était beaucoup plus positif pour l'Afrique. Oui, moi je peux ajouter juste avant que vous continuez. Aussi, moi je dirais il y a aussi un point positif que je considère, c'est la conscience au fait. Parce que les gens ont eu la conscience des effets dévastatrices de ces essais nucléaires en réalité sur les territoires. C'est-à-dire que vu qu'on a eu la conscience de ça, donc les gens voulaient faire en sorte que ça ne se reproduise plus sur les territoires africains. Et qu'est-ce qui explique le fait que le traité entre en vigueur et que le 15 juillet 2009, alors, est-ce qu'il y a des réticences, est-ce qu'il y a des influences des uns et des autres? C'est sûr qu'il y a des réticences, il y a des influences des uns des autres. Des pressions. Il y a des pressions, parce qu'il faut comprendre que on n'a que 28 signataires. Hein. Jusqu'à présent, ce qui montre... en fait, d'une part, je vais revenir sur je pense que c'est l'adage, tout le monde le sait, en disant, si vous voulez préparer vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde, normalement, il faut comprendre que c'est comme dans un jungle où il y a des sauvages partout et qui cherchent à dévorer tout ce qui passe sur le passage. Si on veut préparer la paix, il faut préparer la guerre. C'est-à-dire que, d'une part, je comprends certaines nations. Moi, je me dis, comment vous allez interdire à des gens de développer des armes pour se protéger, déjà avec ce qu'ils ont subi. En regardant, moi je me dis actuellement, quand on sait qu'on peut faire mal, les gens te respectent. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment, moi j'ai dit même en Afrique, arrivé à un moment, tant qu'on ne sera pas capable de se protéger, c'est-à-dire que à armes égales, parce qu'il faut savoir que tu peux pas venir avec un Kalachnikov alors que l'autre est en train d'utiliser une arme nucléaire. C'est-à-dire que si on veut préparer la paix, on doit préparer la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une conscience d'autre part en se disant, si on ne développe pas nous-mêmes des armes nucléaires, en réalité, on ne sera jamais protégé. C'est-à-dire qu'on est à l'abri de rien, d'une part. Parce que tu sais qu'à n'importe quel moment, on peut te sauter à la gorge. Si on te saute à la gorge, comment tu vas te défendre? Donc on ne peut pas interdire à un État de développer ses propres moyens comme armes nucléaires, même si déjà il possède les ressources suffisantes de le faire. Après, je peux signer un traité pour dire que je ne vais pas les utiliser, mais dans ce monde-là, oui, voilà, m'empêcher de développer mon propre arme. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un point négatif. De mon point de vue, c'était ça. Donc, je préfère avoir cette arme nucléaire et puis l'utiliser si possible. À bon escient. Effectivement. Parce que c'est ça la logique. Si on regarde la logique actuellement avec les grandes puissances, ils développent des armes nucléaires. Par exemple, pourquoi ne pas, par exemple, défendre le principe de développer des programmes nucléaires, mais pour des usages civils. Donc, c'est dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, etc. C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Oui. C'est toujours intéressant. En parlant sur ça, il y avait, c'est pas si c'est en Chine, si au Japon, il y avait certaines personnes qui ont développé, soi-disant, des batteries nucléaires, soi-disant, c'est une batterie qui peut durer plusieurs années sans rechargement. C'est-à-dire qu'il y a des effets positifs à travers ça. C'est-à-dire que quelque chose qui est toujours positif, tu ne peux pas juste venir et l'interdire. Pourquoi tu dois... Mais je pense que le traité vise essentiellement l'énergie nucléaire et son usage dans le domaine militaire. Dans le domaine militaire. Oui, parce que le traité il comprend aussi des dispositifs novatrices qui pourraient servir à des bases de nouvelles zones, exemple d'armes nucléaires, ou renforcer celles déjà existantes. Donc de ce côté-là, je pense que d'un côté c'est protéger le continent, parce que le risque est énorme. Oui. Le risque est énorme. Et moi, d'une part, sur ce point, surtout même sur le côté armement nucléaire, moi je me dis... je pense que vaut mieux les avoir et l'utiliser à bon escient que ne pas les avoir. D'une part, moi, c'est dans mon principe en disant, si on regarde, moi, je reviens toujours en disant, franchement, si on regarde les grandes puissances, pourquoi on les appelle grandes puissances? Qu'est-ce qui les caractérise? C'est-à-dire qu'on devrait être conscient des retombées de ce qui est en train de se produire. Mais c'est-à-dire que ça doit être des usages à bon escient et pour des choses positif pour la population civile en réalité. Nzola, vous partagez le même point de vue? Oui, je partage le même point de vue et d'ailleurs je suis contre de ce côté-là sur un point. C'est quand on avait imposé à la Libye de dire pourquoi elle a cherché à développer ses propres armes nucléaires. À mon avis, c'est ce que la Libye cherchait à faire.
si c'était pas pour l'utiliser pour des fins hors que civiques, C'est des fins de persuasion. Voilà. Oui. Donc imposer aux pays africains aussi, ou bien les punir d'avoir cherché à développer leurs propres armes ou leurs propres technologies nucléaires, je trouve que c'est un point négatif. D'où on voit jusqu'à présent qu'il y a au moins 28 signataires, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses encore à rectifier, à bien éclaircir, pour que je pense que la majorité des pays africains puissent adhérer. Même si nous savons très bien aussi, il y a aussi un peu Des pressions sur certains pays en concernant ce sujet un peu trop sensible. Un dernier mot, Mzoura, par rapport donc à ce traité de Pelindaba. Juste pour le traité de Pelindaba, comme on a dit, donc c'est comme une arme qui est à deux sens. Donc c'est un point positif, c'est un point négatif à la fois. Et donc à ce jour, je pense que 28 signataires c'est bien, mais les autres ils prennent leur temps de réfléchir. Donc à mon point de vue que c'est bien qu'ils prennent leur temps de réfléchir, qu'ils adhèrent ou pas. Après c'est compréhensible, donc on peut comprendre les deux côtés. Samuel, vous avez un dernier mot? Oui, un dernier mot. Moi, je dirais, j'aimerais revenir sur un mot de Nelson Mandela, où il avait dit: le traité de Pelindaba représente une étape cruciale vers un avenir de paix et de sécurité pour notre continent. En travaillant ensemble pour établir une zone exempte d'armes nucléaires en Afrique, nous montrons au monde que nous sommes déterminés à promouvoir la paix et la stabilité dans notre région. J'encourage tous les États africains à ratifier et à respecter pleinement ce traité pour le bien-être de nos peuples, pour les générations futures. Avec ce mot du leader Madiba, je vous souhaite donc une excellente journée. Je souhaite également une excellente journée à tous ceux qui nous ont suivis sur les ondes d'Efleria FM, la voix africaine. À la semaine prochaine pour une autre émission. Les Africains parlent aux Africains. Merci Mzoura et merci Samuel. Merci.